Bonjour, alors ici un cours concernant le stress et plus précisément l'organisme débordé dans ses capacités d'adaptation, c'est-à-dire ce que l'on va appeler le stress chronique. Donc le système dont on a vu la régulation va être là déréglé. Vous avez vu le film Stress, portrait d'un tueur en classe et vous aviez la fin à regarder chez vous. Donc vous pouvez noter la notion si les agents stresseurs sont trop intenses ou si leur action dure, les mécanismes physiologiques sont débordés et le système se dérègle. C'est donc ce qu'on appelle le stress chronique. Il est dit dans ce texte qu'un agent stressant peut provoquer plusieurs réactions et qu'elles vont varier d'un individu à un autre. En fonction de ses expériences, son patrimoine génétique et notamment ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur son patrimoine génétique. Ce terme est à connaître et à savoir définir. Cette vidéo vous apporte les éléments du cours, donc prendre note dans son cours. Mercredi prochain, c'est vous qui allez me présenter ce cours. Donc expliquer successivement les uns après les autres les différents documents et leur intérêt. Alors, on vous dit aussi ici que le stress, c'est le stress chronique, c'est l'homéostasie qui est perturbée de manière durable. Donc, ce terme d'homéostasie est aussi à connaître, on l'a déjà vu précédemment, et à savoir définir. Vous avez sa définition sur la même page. J'aime bien ce schéma et je vous invite à le recopier dans votre cours. Donc, on a ici au centre les pathologies associées au stress chronique dans le monde du travail. Donc, c'est une espèce de carte mentale, hein, c'est pas le type schéma bilan. Alors, ces pathologies peuvent être ce qu'on appelle un syndrome métabolique avec une hypertension artérielle, donc la pression sanguine qui est toujours trop forte, une obésité abdominale, une résistance à l'insuline, des perturbations du métabolisme des lipides. Donc tout ça amène à l'obésité et une obésité qui peut parfois devenir morbide quand elle est excessive. Les maladies cardiovasculaires, des troubles des muscles, du squelette, des bras ou du dos. Quand on dit j'en ai plein le dos, ça n'est pas que une façon de parler, mais souvent c'est parce qu'on en a assez de ce qu'on vit, des problèmes que l'on rencontre. La dépression et l'anxiété, bien sûr, dont on a vu le traitement par les barbituriques en TP, et d'autres conséquences qui peuvent résulter du stress chronique, des accidents du travail, manque d'attention, des troubles hormonaux, de la fertilité ou des problèmes pendant la grossesse. C'est tout ce que recense la médecine du travail et notamment ici l'INRS. Alors dans ce système déréglé, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le syndrome du stress post-traumatique. Alors là, c'est l'extrême, des personnes qui ont subi un stress énorme, qui ont frôlé la mort par exemple, des soldats ici, des vétérans de la guerre du Vietnam qui ont été testés. Et qu'est-ce que l'on remarque quand on fait un IRM de leur cerveau? Eh bien, on remarque que l'hippocampe est beaucoup moins développé que chez un individu témoin, c'est-à-dire un patient qui n'a pas de stress post-traumatique. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi la taille de l'hippocampe est-elle diminuée? On va l'expliquer par des expériences qui ont été réalisées ici chez le rat, si mes souvenirs sont bons. Je ne le retrouve pas, si, celle-là. Taux d'épine dendritique chez des rats témoins et des rats stressés. Donc on va stresser des rats en les bloquant
dans un lieu étroit. On cherche à expliquer les troubles neuropsychiatriques que sont la dépression ou encore la maladie d'Alzheimer. Donc, des rats ont été stressés pendant 3 mois en les isolant et en les maintenant pas libres de leurs mouvements. On observe ensuite des coupes de leur cortex, c'est-à-dire la partie superficielle du cerveau. On a constaté en parallèle que les rats présentaient des pertes de poids, plus de cortisol, enfin l'équivalent de notre cortisol chez le rat, et des comportements anxieux ainsi que des déficits de la mémoire. Vous voyez ici que une dendrite qui a été observée ici à fort grossissement, normalement chez les témoins, elle présente ce qu'on appelle des épines qui vont être autant de lieux permettant la réception des signaux des neurones présynaptiques, et donc on peut recevoir de nombreux messages pour un seul et même neurone, alors qu'ici, chez le rat stressé, vous voyez que ces épines sont réduites ou même on ne les voit plus à certains endroits. Ça a été mesuré ici quantitativement plutôt. On mesure le nombre d'épines pour 10 micromètres de dendrite. On a les témoins ici avec presque 6 ou 5,5 on va dire épines pour 10 micromètres contre 4 épines chez des rats stressés. Alors ça peut paraître une différence pas énorme, mais si on la met en pourcentage, ça fait une grosse différence tout à fait significative. On a ici l'effet d'un stress intense sur la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de neurones dans l'hippocampe. Donc on cherche toujours, je rappelle, à expliquer la diminution de la taille de l'hippocampe. Eh bien, une partie de la taille de l'hippocampe est due à la fabrication de nouveaux neurones qui renouvellent les anciens. Et donc, dans cette expérience, on a mimé les conditions d'un piégeage dans les décombres de victimes d'un séisme en soumettant des souris cette fois à des stress de contention. Donc on les maintient dans un lieu clos et où elles ne peuvent pas bouger pendant 24 heures et on va réaliser les mesures qui sont ici 35 jours après le stress. Donc on est bien après le stress et on mesure le nombre de cellules en division. Vous voyez que chez les témoins, on a 380, on va dire, cellules en division contre seulement 230, 240 cellules en division par rapport au nombre total de cellules mesurées qui ne nous est pas donné, mais qui est le même. Dernière expérience, l'effet du stress chronique sur le système immunitaire, dont on a aussi entendu parler dans le film. Toujours une immobilisation de souris dans un tube aéré, bien sûr, 5 heures par jour pendant 14 jours consécutifs, donc un stress qui est renouvelé. Cette procédure, donc qui est facile à mettre en œuvre, n'inflige aucune douleur physique aux animaux, mais génère un stress chronique. Et on mesure la masse de différents organes qui sont tous les trois impliqués dans le système immunitaire, puisque ce sont des lieux de fabrication et de stockage de cellules immunitaires. Donc le thymus qui se trouve au niveau du cou, chez les souris témoins, 68, alors on n'a pas d'unité, on va dire, non, c'est la masse, pardon, en milligrammes. Donc 68 milligrammes chez les souris témoins et seulement moins de la moitié, donc une diminution de masse de la moitié, ce qui veut dire moins de cellules immunitaires. Pareil, grosso modo, au niveau de la rate, une diminution par 2 du poids de la rate, donc du nombre de cellules immunitaires qu'elle contient, et quasiment les mêmes résultats pour les ganglions lymphatiques qui parcourent un petit peu tout le corps et qui, là aussi, fabriquent et stockent des cellules immunitaires. Vous avez au passage, sur ce même document de la page 319, les 4 définitions évoquées précédemment.
ce qui amène à la notion 118. Le stress chronique peut entraîner des modifications de certaines structures du cerveau, notamment le fameux système limbique et le cortex préfrontal, c'est la zone des décisions. Un individu qui est en dépression n'arrive plus à prendre des décisions, à avoir envie de faire quelque chose. Cette forme de plasticité dite mal adaptative se traduit par d'éventuelles perturbations de l'attention, de la mémoire et des performances intellectuelles qu'on appelle performances cognitives. Deuxième point, traiter ce stress chronique en favorisant la résilience. Je vous rappelle que c'est le retour à la normale. Alors on va utiliser ce qu'on appelle des benzodiazépines qu'on a envisagé en TP. Donc le stress chronique provoque différents symptômes. Je vous laisse lire ce texte et extraire les informations importantes dans votre cours. De la même façon, analyser ce document. Là, je vous laisse un petit peu plus autonome dans votre gestion de l'analyse des documents. Ici, une autre expérience encore sur la flexion des membres, l'idée de myorelaxant pour certains médicaments comme le diazépam. Ce qui amène à la notion 119, ces dérèglements engendrent diverses pathologies qui sont traitées par des médicaments dont l'effet vise à favoriser la résilience, donc le retour à la normale. Je suis allée un petit peu vite sur ce document. Donc, le problème, c'est que ce diazépam, par exemple, il est myorelaxant, donc il va décontracter la personne, décontracter ses muscles, mais il va avoir une influence sur le sommeil, que l'on évoque ici sous forme expérimentale. Donc là encore, vous analysez, vous interprétez. Alors ce document nous montre, et c'est ce que j'aurais aimé voir dans chacun de vos TP, je pense que je l'ai eu dans une seule feuille, l'effet des benzodiazépines sur les synapses à GABA. Donc les synapses à GABA sont des synapses inhibitrices parce qu'elles font entrer du chlore dans la cellule. Et ce que j'ai rarement eu dans vos copies, c'est qu'est-ce que fait le chlore ? Le chlore provoque une hyperpolarisation, c'est-à-dire le neurone est encore plus polarisé négativement qu'au repos, et donc cette hyperpolarisation va être augmentée par les benzodiazépines puisqu'elles ouvrent plus largement le canal chlore, et une hyperpolarisation, ça empêche la naissance de tout message puisqu'il faut dépasser le seuil de dépolarisation pour qu'un potentiel d'action puisse naître, et on s'en éloigne de plus en plus avec ces anxiolytiques. Ce schéma, je vous invite à le reproduire dans votre cours, qui montre l'ouverture plus importante du canal chlore qui est permise par le GABA, mais qui est renforcée par les benzodiazépines qui agissent sur un autre site, comme vous l'avez vu sur le site de McGill. 3 définitions également importantes à remettre à leur place. Pour arriver à la notion 120, la prise de ces médicaments, comme les benzodiazépines, dans le cas de l'anxiété, doit suivre un protocole rigoureux pour ne pas provoquer des effets que l'on ne souhaite pas, c'est-à-dire des perturbations, notamment un endormissement qui n'est pas souhaité, ou des troubles de l'attention pour un chauffeur, par exemple. La troisième partie, traiter sans médicaments, là je vous laisse analyser les documents totalement seul. Donc le yoga va permettre des améliorations, la méditation pleine conscience qui est très à la mode aujourd'hui, les effets sur le cerveau, un texte qui l'explique, et enfin une interview qui dit que ces pratiques ne sont pas forcément sans risque. Notion pour terminer, 121, 122 qui conclut ce chapitre, et j'ajoute une petite idée qui conclut totalement ce principe.